Tu es toujours cette jeune fille écouteuse de Canaries, sincère et anxieuse, observatrice des phases de la lune. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont toutes des petites filles qui de la marelle s'amusent à jouer là où s'ouvrent des gouffres, ces gouffres des vies. Prédestinées à la ligne droite, ces jeunes femmes disparaissent sans laisser de traces. Mais quelquefois, les prend un désir fou de faire autrement. Et elles partent en chaloupe vers la mer et vers la tempête. Pierre Paolo Pasolini à Maria Callas. Paloma Hermina Hidalgo, bonjour. Est-ce que vous êtes, vous aussi, de ces femmes qui partent en chaloupe vers la tempête? Bonjour Jeanne, merci beaucoup de me consacrer cette escale à distance. Alors merci également pour cette note pasolino-calassienne, sublime. Oui, je crois que j'aimerais que mes livres soient sinon des chaloupes, du moins des barques qui transporteraient tels des chars, des corps célestes comme le soleil, ou bien des morts, des âmes vers l'au-delà. Les barques sont douées d'une vie magique, vous savez, d'où les étraves à forme d'animal, on y reviendra. Quelle est l'histoire de Paloma et combien de personnages sont dans Paloma? Eh bien, l'histoire, écrivez-la, Jeanne. Parce que je crois qu'à force de transparence, le moi se perdrait dans le monde et le monde dans le moi. Et tout se ramènerait à une espèce de summum de clarté, à une espèce d'éblouissement, pas si différent de l'aveuglement des ténèbres, vous voyez. En fait, je crois que je jouis dans le pseudonyme, dans la fuite de moi-même. Disons que je tente par l'écriture de revivre et de repenser par moi-même les expériences vécues par d'autres corps et les idées pensées par d'autres esprits, histoire de transférer, enfin de tenter de transférer ce que je découvre en autrui dans ma propre pensée et d'en faire l'expérience dans mon propre esprit, humblement. En fait, ressentir ce qui se trouve révélé comme si le sentiment que j'éprouvais était directement issu de moi-même. Il y a, je crois, un poème de Baudelaire, Les Foules, si j'ai bonne mémoire, qui dit « Le poète peut à sa guise être lui-même et autrui ». Moi, j'aime cette générosité du transfert, cette spontanéité de la prise en charge, et dans ma création de personnage, si j'ose dire, j'aime l'interrelation, j'aime le mouvement de sympathie, d'unification véritable entre plusieurs consciences. À moi seul, bien des personnages, oui. Les masques, vous en montrez plusieurs, jusqu'à Persona, comme Persona de Bergman. Je rappelle rapidement que le personnage de Bergman, c'est une actrice qui devient brutalement muette au beau milieu d'une interprétation d'Electre, je crois. Des médecins l'auscultent et ne décèlent aucune anomalie physique. Infirmière allemande qui la prend en charge et l'emmène dans sa villa au bord de la mer. Et puisque l'actrice ne parle plus, Alma discourt pour deux. Voilà. Êtes-vous différemment, bien sûr, Persona? Et Persona, est-ce le but de la suite chez vous? Parce que je crois que c'est peut-être ce que vous avez souhaité être, de vous dépouiller de tout pour renaître différemment. Voilà. Et vous semblez muette et parler à la fois. Paloma, Persona pour deux. Alors j'aime beaucoup ce film, Persona, j'adore Bergman. Persona, alors étymologiquement, vous le savez, cela désigne le masque de théâtre, le masque qui peut servir de porte-voix au moyen d'un certain dispositif. Bon, mais le masque est synonyme de dissimulation, de faux visage. Il peut être même porté par les bourreaux lors des exécutions capitales. Il peut ensevelir l'identité d'un être, comme le masque de fer. Ou au contraire, dans le même temps, pourquoi pas la révéler dans sa nudité essentielle. Je pense au masque mortuaire avec l'empreinte qui est faite du visage. Alors on connaît celui d'Agamemnon en or, moi ça me fascine à tel point que j'ai un masque de beauté, un masque cosmétique doré, donc je joue à Agamemnon dans ma salle de bain. Me fascinent aussi les masques des surréalistes, Ernst, Matta par exemple, des effigies de métal, de bois, là encore pleines d'inquiétantes étrangetés ou de beauté convulsive. Alors oui, je porte tous ces masques superposés en palimpseste, un peu dionysiaque, parce que Dionysos, vous savez, c'est celui dont le masque, je crois, saisit la proie fascinée. Et puis Persona, moi, ça me renvoie au mythe des jumeaux. Dans certaines cultures, j'adore, les jumeaux sont des monstruosités de la nature parce qu'on pense qu'ils se sont livrés à la débauche dans le ventre maternel, alors on les tue à la naissance.
Mais chose qui me plaît beaucoup, on peut inverser la valeur de l'inceste dans le ventre maternel. Et dans certaines civilisations, comme les Dogons, je crois, on peut en tirer un couple de jumeaux, de jumelles bénéfiques. Alors là, j'extrapole, hein, peut-être que les jumelles, entre guillemets, de Bergman, les personas, tout du moins, sont une espèce de couple, de tandem, de système polaire, l'une mortelle, l'autre immortelle, par exemple. Et bien, un système dont on peut détruire la complémentarité et qui menace l'ordre cosmique. C'est peut-être pour cette raison qu'il doit être éloigné du monde des humains. Alors, ma mère, ma jumelle peut-être, c'est assez doux et terrible d'y penser. On a une constante permanente depuis le début de votre écriture comme un socle de votre histoire, de l'histoire. C'est maman, c'est votre mère. Une réalité, c'est maman. Une fiction aussi, c'est maman. Si maman disparaît de l'histoire, est-ce que Paloma disparaît aussi? Et jusqu'où irez-vous pour faire vivre votre maman et automatiquement rester vivante vous-même, exister? La matrice, oui, même étymologie latine que ce qui désigne la mère, vous savez, donc la matrice c'est l'origine et la fin, c'est l'en-deçà, c'est l'au-delà. La matrice c'est la puissance de manifestation et de consomption. C'est maman, en somme, tout le monde sait ce qu'est maman. Maman, donc il y a répulsion et identification hein, face au miroitement infini de ma propre mère. J'ai dit ailleurs entre gloire et damnation, entre élévation et chute, entre adoration et sanglots dans le noir. L'autre, bah, c'est pour moi la mère, c'est-à-dire à jamais moi-même. Or cette mère, évidemment, vous avez raison, bien sûr, c'est une fiction. Maman, c'est une métaphore incarnée, un corollaire mental de la pulsion. Alors je la crains parce qu'elle inflige le châtiment, elle est en cela le prototype de Dieu. Et dans mon écriture, dans cette espèce d'hyper-sensorialité incestueuse, incestuelle, il y a une sublimation qui inhibe les buts érotiques et thanatiques des baisers avec maman pour les transformer en créativité. Bon, ça c'est un peu la théorie, et cela dit en écrivant je suis parfois doublement seule, sans relation avec la mère que je contemple, et je ne cesse de la contempler, et alors je mesure en fait l'écart qui m'en sépare. En fait ma conscience de maman c'est parfois un pur regard, et je crois que je suis à ce moment-là assez mélancolique, abandonnée au dehors, dans la situation du spectateur, enfin de la spectatrice. Je me découvre en deçà, sans concevoir d'au-delà. Alors, dans l'écriture, je me dis, il faut rejoindre l'existence. Mais alors, Jeanne, comment on peut rejoindre ce qui est radicalement autre? C'est un gros problème pour moi. Pour moi, en tout cas, à l'instant où je vous parle, rejoindre l'existence du monde n'équivaut pas à exister dans le monde. Du côté du monde, il y a l'existence, et du côté du moi, il y a la connaissance de l'existence. Et cette découverte du monde, c'est une pure découverte. Ce n'est pas un acte de participation, mais simplement de compréhension. Comment rejoindre ce qui est radicalement autre? Comment rejoindre l'existence? Une autre constante dans l'histoire, c'est l'hôpital psychiatrique, bien sûr. Vous avez été interné par votre propre sœur. À la suite de la mort de votre mère, vous ne pouviez pas assumer cette mort, c'était violent, et vous vous faisiez du mal. Scarification. Et en même temps, vous avez continué, on le voit dans la vidéo, à triturer des fils. Et votre écriture, la poésie, les suppliques, les transes, les incantations, est-ce que ça continue à être cette trituration? Alors j'ai transposé dans la fiction et la féerie un internement qui est en fait advenu dans ma vie de jeune adulte et qui n'était pas à l'initiative de ma sœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut triturer au moyen d'un projectile, d'un outil, par morsure, par objet tranchant. Dans mon roman, on a des cutters, des couteaux, des triturations à même le négatif filmique ou photographique, oui, des stigmates de saintes, effectivement, et ça donne lieu à des plaies qui, des siècles après, saignent encore, comme les seins, des saignements donc, parfois des déchirures ou des plaies étendues, voire multiples. Tout ça, ce sont des formes matières à suture. Or moi, j'aime la couture, je suis fétichiste des tissus. J'ai bâti mon livre comme une robe, dit Proust.
Nous vous voyons dans une vidéo, là justement, ériger un totem. Le visage apparaît nu, creux, mais avec la sensation d'un regard. Cette métaphore du totem. Le totem est seul soudain, quand les tribus nomades s'en vont par exemple, et malgré toutes les offrandes, il est livré au temps, à la nature, peut-être même à la destruction. Ce totem, qu'il soit conscient ou inconscient, on le retrouve. Pourquoi cette nécessité du totem? Nécessité, je crois, oui, parce que le totem, c'est un esprit protecteur surnaturel, ou l'ancêtre d'un clan. Et les totems surgissent de la terre et montent vers le ciel, vous savez. Hein. Leur forme est souvent animale, mais leur structure même signifie la hiérarchisation des plans. Et donc, je crois à l'existence d'un grand esprit. Moi, j'adore cette idée de grand Manitou, d'essence vitale. Et puis, ma propre imagination s'enracine au plus profond de l'inconscient, d'où mon goût pour l'animal, le thériomorphe, qu'on retrouve d'ailleurs dans le totem, bien sûr. Vous êtes nomade et tribu à la fois, en une seule personne. Vous vous déplacez en insomnie, en écriture, en personnage, en persona. Paloma, ce mouvement permanent, pourquoi? Bon, c'est un peu une transmigration, ce que vous décrivez, une métampsychose. Alors nomade, oui, je veux bien l'être, si l'on entend par là l'apprentissage de l'altérité, ce qui suppose une éthique, à mes yeux. Je crois à la bifurcation et au déracinement comme vertu. Et en fait, je crois que je serais plus une errante qu'une nomade. L'errance comme parcours venant du nomadisme, hein, une espèce de, comment dire, de rupture ontologique, fluctuant au fil des rencontres comme celle des lectrices, des lecteurs, comme la nôtre, Jeanne. Est-ce que vous rêvez de sédentarité parfois? Et si oui, vous pourriez tenir? Alors, je suis en réalité une nomade ou une errante assoupie dans une réalité sédentaire qui, effectivement, parfois me suffoque. Et d'ailleurs, tout à coup me vient l'idée saugrenue, peut-être que je pourrais être votre paladin, Jeanne, votre chevalier errant, prêt à tous les duels pour protéger les faibles ou pour poursuivre l'amour courtois avec des beaux et des belles. Un chevalier, une hidalgo en vérité, et qui céderait à la joie du risque, effectivement loin de la tranquillité d'une vie sédentaire. Vous êtes belle, fragile et inquiétante, disent certains. Le mot inquiétant vous heurte, et pourquoi on vous pense inquiétante? Je crois qu'il y a une faillite de l'intelligence devant l'impénétrabilité du paraître. La première réaction d'intelligence humiliée est de se mettre à rêver, disons à fantasmer. Alors pourquoi on me pense inquiétante? Je l'ignorais, et en fait je n'en sais rien, il ne m'appartient pas de fantasmer le fantasme d'autrui. Mais certes, je ne peux pas me faire ange, mais je peux changer cette idée de moi-même que je présente à moi et aux autres. Et la spiritualisation, je crois, ce n'est pas une manière d'être, c'est une manière de jouer l'être. Moi, j'aime ça. J'ai ce goût de la fiction ontologique. Votre scène capitale s'est jouée où et quand? Pour moi, ce n'est pas la mort de votre mère, du moins je n'ai pas cette impression. Je pense que votre scène capitale s'est jouée à l'hôpital psychiatrique, quand Svette, l'infirmière, s'est mise à vous raconter un conte qui vous ressemble et qu'elle vous a fait donation en vous disant « continue le conte ». Et c'est là que vous êtes parti. Peut-être que vous n'avez pas été guéri complètement, mais vous êtes parti en écriture. Et je crois que c'est là la scène capitale. Qu'en pensez-vous? Le point d'entrée dans la psychose est sans doute en écriture, en art. C'est ma confrontation au salon funéraire avec le cadavre de maman, à 11 ans, lorsque je fus enfermée seule avec elle, longtemps. Je cite un passage de mon roman. La lumière palpite. Maman, lèvres laquées, phare outre-mer, cicatrice, échymose. Maman, d'une gravité de masquenot, maman toujours. J'avance dans l'éclat de ce qui me jette vers elle. Plus de visage, que son masque grimé, cils, racine de sa blondeur, fascination pour ses fétiches. Je baise à sa bouche. Cuir. Un contact et le temps se fissure. Je recule. Trop tard. Plus rien ni personne à qui me vouer. Maman. Je balbutie le mot premier. Syncope d'enfant.
Encore. Maman. Aucune réponse. Cuire. C'est pourtant bien sa bouche, son cœur muet. Cette peau qui fut elle. Plus rien maintenant. Qu'une effigie, comme si je n'étais rien. Je souris un peu de voir tant de personnes revendiquer de vous avoir construite, mis le pied à l'étrier. C'est comme une joie de leur part, bien sûr, mais il y a aussi, je crois, une gratitude dette que vous leur devez, même si ce n'est pas dit. Et souvent vous parlez dans vos livres des ogres. Est-ce que ce sont les ogres? Et qu'est-ce qu'un ogre dans la féerie glaçante qui est la vôtre? Et quel est le sort de l'ogre? Car vous ne serez plus jamais mangé, je crois, n'est-ce pas? Alors, il arrive que les ogres égorgent par erreur leur propre fille. Faut-il qu'ils soient cons? Les ogres, en tout cas tels que les dépeignent les contes, se nourrissent surtout de la chair des petits-enfants. Or, malheureusement, j'ai désormais un peu trop de bouteilles. Alors, une scène de mon roman en cours d'écriture, Bionda, campe une adolescente italienne qui tue un ogre sadomasochiste dans une scène fatale de lassage de cuissardes. J'insère un ludisme féerique et une forme de variation autour de Bruno Schul dans ce Rape and Revenge. Et puis ces hommes, nous leur donnerions désormais trop de poids en les nommant des ogres, hein, sont plutôt des satyres au nez Camus, aux petites pattes de chèvre, hein, une cabale de type chevauchant des ânes. Qu'est-ce que vous pensez de cette peinture, de ce tableau? Vous êtes forte, mais en même temps, vous êtes comme une biche aux abois. Pourquoi? Bien sûr, il a manqué beaucoup de choses, dans l'enfance, après, mais cette biche aux abois, elle ferait quoi? Elle s'enfuirait, elle résisterait, elle en mourrait, cette biche aux abois. C'est beau. La biche revêt, je crois, une espèce de douceur un peu démoniaque. Les biches, en fait, sont d'une virginité farouche, chose qui me plaît beaucoup, et d'une nature fugitive, indomptable. Fugitive parce que reine, dit Proust. Encore lui. Puis il y a Actéon en filigrane, hein, évidemment, Actéon qui surprend la déesse Artémis au bain avec ses chères nymphes dans une fontaine, et la déesse furieuse le transforme en cerf, et il est déchiré et déchiqueté par ses propres chiens de chasse. Je crois qu'il y a dans mon écriture un même refus de percer le secret de la divinité. Vous avez écrit plusieurs livres. Et pour moi, je crois que chaque livre vous menait à Matériau Maman. Ainsi, ce livre, rien, le ciel peut-être. Vous commencez, ou vous dites du moins dedans, je te magnifierai, maman, si tu me donnes la main. Ce début pour moi est une route vers Matériau Maman. Est-ce qu'elle vous a donné la main? Je te magnifierai, maman, si tu me donnes la main. C'est un écho à l'incipit de La Bâtarde de Violette le Duc. Hein. Ma mère ne m'a jamais donné la main. Et je trouve que cette ouverture est absolument bouleversante. C'est un livre somptueux à mes yeux, La Bâtarde de Violette le Duc. Alors chez moi, le culte de la mère, est-ce que ce n'est pas plutôt un matricide? C'est selon. Hein. Mes livres et mes pièces de théâtre, Christina, Rien le ciel peut-être, Poupa, Bourrel, La Reine cousue, sont dominés par la figure tutélaire de la mère qui refuserait sa main. Et cette espèce de méduse me tétanise par sa toute-puissance, Elle peut se métamorphoser, mais en quoi? En quoi, Jeanne? J'ai dit dans un entretien avec Dan Bourséa pour la revue Lettres Capitales que c'est de la mort de ma mère que s'organise ma capacité symbolique. La négativité conduit ma pulsion à l'intelligence créatrice en passant par le fantasme. Il me faut me déprendre de maman et de sa paume pour être artiste. Et puis, il y a eu Christina. Dans Christina, vous écrivez Froufrou, tutu, ruche de dentelle, soufflée en arc-en-ciel. Nos corolles s'ouvrent, corail, crépus sous les astanes. Les nerfs se tressent, jouent sous la peau. Le grand jeté. On dirait une chorégraphie. Mais dans le grand jeté, on peut tomber, on peut se fracasser. Ce grand jeté, est-ce que vous l'avez fait? Et où vous êtes-vous fracassé? Un endroit qu'on ne connaît pas. Alors le grand jeté, c'est un saut vers l'avant, mais en faisant le grand écart. Alors oui,
il arrive qu'on chute. C'est toute la brutalité d'un accident, d'un déjà événement. C'est aussi un processus de mort symbolique. Ma propre maladie mentale, c'est une projection de l'enfant dans cette danse qui peut être létale. 2 corps, et je deviens l'autre. J'ai dit ailleurs que je pensais vivre simultané 2 ordres de vérité qui mutuellement se proscrivent et dont, en fait, à mes périls, je tente d'approcher les langages d'exactitude enfouis. Et en vérité, par la métaphore du grand jeté, ma survie biologique se fait au prix d'une distorsion monstrueuse de ma vie psychique. Danser comme aller de l'enfer au ciel et inversement, souffrir peut-être que le tragique et la douleur puissent être saisis par mes ballets d'enfant. Danser, c'est transfigurer. L'écriture. Vous avez une très belle écriture. Vous écrivez comme un peintre, comme un sculpteur. C'est magnifique. Où avez-vous acquis cette langue ancienne et moderne à la fois, et surtout, vous l'utilisez avec beaucoup d'aisance. Comment en êtes-vous arrivé là? Cette langue, ma langue, je dirais, procède d'une expérience sensible et pas d'une expérience intellectuelle. Chez moi, après la sensation, eh bien, il y a encore la sensation qui forme, je crois, une espèce d'espace premier, un horizon d'épaisseur, de vertige. Il y a une continuité de la texture sensible qui se poursuit sans interruption dans tous mes textes. La sensation, je crois, n'est jamais statique. Je crois même qu'elle n'est à aucun moment pure sensation. Elle se transforme, elle devient perception ou imagination du réel. Alors on y trouve évidemment des thématiques, la mer, par exemple, ou mieux encore un réseau organisé d'obsessions, des thèmes. Ce sont des points de croisement et de suture, on y revient, à partir desquels la toile de l'existence peut être reconstruite et livrer le secret de sa structure, en fait. Ce que je prise le plus, ce n'est pas le pouvoir actif d'engendrer des images, mais le pouvoir passif de ressentir émotions et sensations. Et j'aime beaucoup cette humilité du point de départ. Il est d'usage de chanter ou de lire des mots qui vous marquent. Est-ce que vous choisirez quoi, Paloma? Quelque chose de court, mais qu'est-ce que vous choisirez pour cette escale? Alors oui, partant de l'idée de l'ignorance, de la candeur face à l'énigme du langage et de l'écriture, eh bien, j'aimerais la relier aux écrits de Heinrich von Kleist, magnifique, en particulier son récit sur le théâtre de marionnettes, publié en 1810. Alors en voici 2 extraits. Le premier, je cite. « En outre, ces poupées ont l'avantage d'échapper à la gravité. Elles ne connaissent rien de l'inertie de la matière, de toutes les propriétés, celle qui est la plus contraire à la danse. La force qui les soulève dans les airs est plus grande que celle qui les attache au sol. » Coupe. C'est une fois que la connaissance a, pour ainsi dire, parcouru un infini qu'on retrouve la grâce, de sorte qu'elle apparaît au même moment, de la manière la plus pure, dans la constitution d'une silhouette humaine dont la conscience est inexistante ou bien infinie, c'est-à-dire dans le pantin articulé, ou le Dieu. Nous voici à la fin de cette escale. Le bateau va repartir. Il y a du tumulte au rivage. Nos adieux sont un peu comme dans la langue des signes, parce qu'on sait que vous restez sur l'île de Paloma, l'île mystérieuse. Et en même temps, vous allez continuer, je crois, de sculpter avec votre matériau le plus sûr, matériau maman. Et il me vient cette phrase de Michel-Ange. J'ai vu un ange dans le marbre, et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer. Je crois que vous êtes en train de ciseler dans le marbre de l'écriture, pour pouvoir libérer quelqu'un. Et la personne que vous allez libérer, c'est vous-même. Mais quelle folle aventure que la libération de soi, Paloma. Qu'en pensez-vous? Eh bien, penser à une telle libération et puis tenter de l'écrire, tout cela me conduit dans un espace mental où surface et matière sont unies par un geste, je dirais, de flagellation et d'empreinte, comme dans une sculpture, oui, ou une toile. Mais dans un récit qu'aucune histoire n'a encore accueilli, et qui me paraît se situer précisément à l'instant critique, du langage, j'entends, où l'histoire devient acceptable, c'est-à-dire belle. Écrivaine, je ne pense pas que je sois à l'abri de tout, non, mais je crois que je suis sauvée, aimée, grâce à vous, grâce à la lectrice.
grâce au lecteur, que je remercie. Paloma, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Cette escale de Jeanne est un peu spéciale, elle est à distance et en même temps, elle est avec 1 et 3 personnes. Paloma, Persona, Hermina, je ne sais pas avec qui j'étais, mais enfin j'étais avec quelqu'un qui m'est cher. Voilà, je voulais vous le dire. Et je voulais vous dire aussi que je remercie infiniment la personne qui nous a les droits de la vidéo, Ewen Barrow, dont les clips sont magnifiques et bien entendu tous les copyrights seront écrits dessus. Également, nous avons des photos de Bona Hung, également les copyrights seront dessus, et nous avons quelques photos de votre propre album privé. Donc c'était l'escale de Jeanne avec Paloma, Hermina, Hidalgo, copyright Jeanne Orient, musique de générique Alain Waro. Un grand merci à tous et un grand merci à vous Paloma. Merci, merci. Jeanne, c'est moi qui vous remercie pour l'intelligence avec laquelle vous avez mené cet entretien, pour votre générosité et votre élégance mêlée. Recevez mes réponses comme un gage d'estime et d'affection profonde. Merci. Grand merci à vous, Paloma. Merci, merci. Et nous rappelons que Rien, le ciel peut-être, c'est l'édition sans escale. Christina, édition Le Réal Gare. Et Matériaux Maman, édition du Corlevoux.